Hi, Meryl. I love you. Such a good actress. You're Mary Poppins. How the heck did that happen? You'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. On never doute. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Emily Blunt. Emily Olivia Lea Blunt est née le 23 février 1983 à Wentworth, dans la banlieue de Londres, et elle est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère, Joanna, est une ancienne actrice et enseignante, et son père est un avocat. Alors Emily raconte que déjà petite, elle aimait bien transformer sa voix, adopter des voix drôles. Et quand elle a eu 12 ans, il y a un enseignant qui l'a entendue faire différentes voix et il lui a donc suggéré de participer à la pièce de théâtre de sa classe. Il lui a dit « Je pense que tu es drôle et tu devrais le faire. As-tu déjà pensé à le faire avec une voix différente ?» Ah oui, mais c'est un défi parce qu'elle a un problème de bégaiement. Alors ça lui a pris des années à le surmonter. Le jeu d'acteur l'a énormément aidé à réduire son bégaiement, mais il ne l'a pas complètement éliminé. Ça revient toujours et s'enflamme si je suis vraiment fatiguée ou quand j'étais enceinte. C'était à nouveau très important. C'est dans ma famille. J'avais un oncle, un cousin et un grand-père qui bégayaient. Ça n'a rien à voir avec l'anxiété, c'est juste une sorte de problème de synapse cérébrale qui arrive aux personnes génétiquement prédisposées à en souffrir. Le pire, c'est de l'avoir à 12-13 ans. Elle travaille justement avec une organisation appelée American Institute of Stuttering afin d'aider les gens qui en souffrent. Ils sont fantastiques et ils ont cette façon révolutionnaire de traiter les gens et de leur donner confiance car c'est un réel problème pour beaucoup de personnes. Ce sont des gens vraiment sympas. Les bègues sont un groupe sympa car ce sont souvent des gens qui ont été vraiment humiliés et qui ne le feront jamais à qui que ce soit. Cela crée une véritable empathie chez les gens. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui n'ont pas réussi à obtenir les emplois qu'ils méritent parce que votre façon de parler vous dénature en quelque sorte. C'est très brimé et donc cette organisation est incroyable. Ils offrent aux gens une véritable communauté. Je considère qu'il est très important dans mon monde de continuer à parler et à mettre en lumière ce handicap car je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de représentation à ce sujet et qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui luttent et en souffrent. Je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je les comprends, je comprends vraiment. Je dis souvent aux parents qu'ils devraient mettre leur enfant dans un cours de théâtre. C'est mon expérience personnelle avec cela. Si je peux prétendre être quelqu'un d'autre, j'arrête de bégayer. Plus vous vous entendez parler couramment, plus cela arrête en quelque sorte le saut du disque. Donc, si les enfants aiment le théâtre, ne laissez pas le fait qu'ils bégayent les retenir. Il se peut qu'en fait, vous en soyez libéré lorsque vous êtes capable d'être quelqu'un d'autre. Donc, elle va étudier l'art dramatique à l'école. Donc, elle va faire plusieurs spectacles et elle va aussi décrocher des rôles à la télévision dans des séries et des films à petit budget tels que Légion, Les Guerriers de Rome, Henri VIII, My Summer of Love, qui lui vaudra d'ailleurs un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour un téléfilm. Donc ça, c'est en 2006, période pendant laquelle elle fréquente le chanteur Michael Bublé. Ils vont être en couple de 2005 à 2008. Donc grâce à cette nomination, ticket d'or pour Hollywood, donc elle va décrocher un rôle dans Le Diable s'habille en Prada l'année suivante. Donc là, elle va retrouver celles qui deviendront ses meilleures amies, Anna Thaoué et Meryl Streep. Sa performance en tant qu'assistante superficielle est récompensée par une nomination aux Golden Globes ainsi qu'au BAFTA 2007 pour meilleur second rôle féminin. Alors le tournage de ce film, elle le qualifie d'expérience angoissante car c'était son premier grand film et elle ne savait pas à quoi s'attendre. The table read was hell. It was Meryl Streep was there. It was just, I was 22. I mean, it was really scary. And
I just remember that sweaty palmed feeling of turning the pages and knowing my first line was coming up, you know. Je me souviens à quel point Anne était gentille avec moi. Et David Frankel, le réalisateur, il a créé un environnement tellement amusant. Vous pouviez improviser, y insérer ce que vous vouliez, il n'y avait aucune erreur. C'était vraiment l'environnement idéal pour essayer la comédie pour la première fois, car on pouvait jeter n'importe quoi contre le mur pour voir ce qui collerait. Stanley Tucci avait 10 lectures différentes d'une réplique et Meryl Streep est si agile qu'elle change la réplique à chaque fois, comme si on ne savait pas vraiment ce qu'on allait obtenir à chaque prise. Bon, en tout cas, elle est restée proche de Stanley Tucci parce qu'elle l'a présenté à sa sœur. Donc, il a épousé sa sœur. Donc, voilà, maintenant, c'est son beau-frère. Alors, sa carrière est lancée suite au succès du Diable s'habille en Prada. Donc on va la retrouver dans 4 films en 2007, elle les enchaîne. Hein. Donc un film d'épouvante, Wind Chill, puis un drame romantique, Lettre ouverte à Jane Austen, une comédie, Coup de foudre à Rhode Island, puis un drame historique, La guerre selon Charlie Wilson, aux côtés d'une belle brochette, Julia Roberts, Tom Hanks et Amy Adams, qui deviendra également l'une de ses meilleures amies. Puis l'année suivante, elle jouera dans Irresistible, où elle donne la réplique à Sam Neill et Susan Sarandon, avant de retrouver sa copine Amy Adams pour Sunshine Cleaning, puis Mr. Showman. Elle n'a pas arrêté jusqu'en 2008. Année d'ailleurs où elle se sépare donc de Bublé. L'année suivante, elle continue à varier les registres. Donc on va la retrouver sous les traits de la reine Victoria en 2009, puis dans Wolfman, aux côtés de Benicio del Toro, puis une comédie d'action britannique. Alors, on rentre à la maison pour Petit meurtre à l'anglaise. Là, nous sommes en 2010. Elle se marie avec l'acteur-réalisateur John Krasinski le 10 mai, après un an de relation. Elle en arrive donc en 2011. Elle multiplie les rôles dans des films pour le jeune public, là pour le coup. Donc elle joue dans la nouvelle version des Voyages de Gulliver. Elle prête sa voix aussi à l'héroïne dans Gnoméo et Juliette. Et elle retourne au film d'action, cette fois-ci, aux côtés de Matt Damon dans L'Agence. Ça, c'est en 2011, année où elle devient égérie d'Yves Saint-Laurent. Et en 2012, elle revient avec une romance. Ça s'appelle Des saumons dans le désert, avec Ewan McGregor et Christine Scott Thomas. Ensuite, elle fera un film qui s'appelle 5 ans de réflexion aux côtés de Jason Segel. Elle apparaîtra aussi dans Les Muppets, Le Retour. Puis elle touche à la science-fiction dans Looper et Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Dans ce film, elle joue donc le soldat d'élite Rita Vrataski. Entraînement intensif quand même qu'elle a dû subir pendant plusieurs mois à base de séances de tir, Krav Maga, sprint, yoga, gymnastique. Afin de se forger un corps affûté de super combattante, elle a également dû soulever du poids. I think up until that point, I thought I'd worked out. And then you get a trainer and you're like, I have not, you know. You're like, I've never worked out in my life. Right. So it was 3 months of 6 days a week, 2 workouts a day. I couldn't even move the first 2 weeks. I remember brushing my teeth like that. Like, I was in so much pain and I'd get up in the morning and just, even like sitting down, you'd be like, oh my God. Like, you're just in constant pain. All my muscles were just torn and ruined, and then you start to shapeshift, and it's so exciting, and she's stripped of all femininity, any curviness, anything feminine. She's just so... She's like a killing machine. A killing machine. Yeah. Et elle devait aussi se coltiner l'exosquelette de plus de 40 kilos qu'elle portait chaque jour. C'était beaucoup. Donc ça a fini par quand même impacter son moral. Et elle explique une anecdote de tournage où elle a fondu en larmes après avoir passé le costume pour la première fois. Ça l'a déstabilisée en fait. Elle a eu peur de ne pas pouvoir jouer correctement avec 40 kilos sur le dos. Du coup, à ce moment-là, elle se tourne vers Tom Cruise pour lui faire part de son trouble. J'ai dit quelque chose du style « Tom, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir tout le tournage ». Et là, Tom l'a observé sans savoir quoi lui répondre pendant un long moment. Puis finalement, il lui a rétorqué d'arrêter de faire sa chochotte. D'abord choquée, elle a fini par éclater de rire et... Bon, allez, coup de pied au derrière, ok, t'as raison, c'est parti. Bon, elle s'est quand même blessée sur le tournage, au cours d'une cascade justement. Et autre imprévu, elle est tombée enceinte avant la seconde session de tournage. Donc elle a dû renoncer à exécuter elle-même ses cascades. Au début, elle voulait garder secret sa grossesse, mais devant l'étonnement de Tom Cruise face à son changement d'attitude incompréhensible, elle a décidé de le mettre dans la confidence et il a été très sympa avec elle, très compréhensif. Il y a une suite qui avait été annoncée. Il n'y a pas de nouveau encore là-dessus. Je vous le dis au cas où. On arrive donc en 2014. Ça, c'est à la suite. Elle enchaîne avec la comédie musicale
Into the Woods, promenons-nous dans les bois. Et du coup, pendant ce tournage, elle est enceinte. Donc elle a essayé de cacher sa grossesse sous d'immenses robes. Donc rebolote, elle a caché sa grossesse lors du tournage. Il n'y avait que Rob Marshall et son partenaire à l'écran, Chris Pine, qui étaient au courant et qui du coup l'aidaient à dissimuler la nouvelle. Et à la sortie du film, elle a eu de très bonnes critiques, elle a une très belle voix, elle chante très bien, et du coup dans la foulée, elle accouche enfin, le 16 février 2014, d'une petite Hazel. 2015, on la voit dans un film policier Sicario, puis elle jouera la sœur de la reine maléfique dans Le Chasseur et la Reine des Glaces. Ensuite, elle aura un autre bébé qui naîtra en juin 2016, une deuxième petite fille prénommée Violette, et elle retourne sur les plateaux pour faire un film pas très joyeux, le thriller La fille du train, puis elle retourne doubler les films d'animation My Little Pony, le film, et Animal Crackers en 2017. 2018, là on renoue encore avec le succès là, parce que succès inattendu d'ailleurs, Sans un bruit, réalisé par son mari John Krasinski. Le film a récolté plus de 340 millions de dollars au box-office mondial. Ils s'y attendaient pas. Pour eux, c'était genre, ouais, ça va être sympa. Mais pas à ce point-là, quoi. Donc, justement, son mari, John, voici ce qu'il raconte. Je ne réalise toujours pas. Nous l'avons traité comme un joli petit film indépendant. C'était comme un film indépendant, mais on ne s'attendait pas à ça. Donc, après avoir présenté l'idée à Emily, la qualifiant de lettre d'amour à leurs enfants, il a révélé que c'était en fait elle qui lui avait dit « mais tu devrais réaliser ce film », que il s'est jeté à l'eau. Donc merci ma femme, comme il dit. Donc oui, il débute, il avait déjà commencé à écrire un petit peu. C'était Promised Land en 2012, mais là c'était une autre dimension, quoi. Et en fait, ce qui l'intéressait dans ce qu'il écrivait, c'était l'idée que la famille ne sait pas ce qui se passe, mais le public non plus. Parce que si le public savait ce qui se passait avant la famille, on allait se désintéresser en fait de la famille. Donc il fallait vraiment garder ce mystère pour les deux, pour tout le monde, et que donc le public découvre comme la famille les infos au fur et à mesure. Donc le choix du personnage féminin, donc la femme dans le film. Au début, il n'osait pas demander à sa femme si elle voulait jouer dedans. Et il avait soit peur qu'elle le fasse pour lui, uniquement pour lui faire plaisir, et si ça devenait un navet, non, il voulait pas lui infliger ça. Et d'un autre côté, il avait également peur qu'elle aime pas du tout le script. Donc angoissé, il lui a même pas proposé, il a fait passer des castings à d'autres actrices, et pendant ce processus de casting, elle lui a dit « tu sais quoi, si ça te convient, j'adorerais lire le scénario ». Et elle l'a fait totalement d'elle-même, et elle a dit « je dois le faire ». C'était le plus beau compliment de toute ma carrière. Et Emily, ça l'emballait parce que, comme elle dit, je n'avais jamais fait d'horreur comme ça auparavant, et je n'avais jamais réalisé à quel point il était fatigant d'être constamment en hyperventilation et terrifiée. C'est vrai que le film... c'est sportif quand même, la tension qu'il y a dedans. Donc le couple travaille ensemble, et Emily déclare qu'elle a découvert une autre facette de son mari quand elle l'a vu réaliser un film. Vous voyez en quelque sorte que votre partenaire a un genre de super pouvoir que vous ne soupçonniez pas. C'était vraiment extraordinaire de construire ça ensemble. C'était vraiment quelque chose. Without a doubt, the best collaboration I've ever had in my life, because to be in the room when she does what she does, you get to see why she's so good, and it's really amazing. And I think it's actually made us closer working together. The only thing that surprised us was sort of just how well we collaborated together, and I think everything else when it came to his ability and his talent as a director and as a filmmaker and a visionary person was something I've always known about him, and I was just more excited for people to find that out too. Donc pendant qu'il prépare ce film, sort donc sur les écrans le retour de Mary Poppins de Rob Marshall. Et là, quand même, un sacré morceau, Mary Poppins, quoi. On passe après Julie Andrews. Emily était terrifiée à l'idée de tourner dans ce film, mais son excitation a pris le pas sur la peur. C'est un rôle qui ne se présente qu'une fois dans la vie, bien sûr. Enfant, j'étais emportée par l'imaginaire de Mary Poppins. On se sentait dans de bonnes mains en sa compagnie. Elle me réconfortait, peut-être par son côté strict et disciplinaire. C'est cette dualité que j'ai voulu faire ressortir en donnant vie à Mary Poppins. Elle est très impolie, parfois hautaine, mais elle est pleine d'empathie. C'est une super-héroïne avec une énorme humanité. Elle est excentrique, étrange et méticuleuse, mais pratique et fantastique. She's so iconic. The character means so much to people. I mean, that film is sort of seared into people's memory, and so how do I then find my version of her and carve out new space for myself? And then we had 8 weeks of rehearsal, which you really do feel like a company preparing for a Broadway show. It's an unconventional
way to approach a film, but we had to rehearse these huge dance numbers, huge sequences. Donc, pour refléter tout ça dans sa personnalité, Emily s'est appuyée sur la costumière Sandy Powell, enfiler les habits de Mary Poppins, l'a aidé à créer donc son personnage. Donc, pour sa préparation, elle a choisi de ne pas revoir le film Mary Poppins de 1964. Elle préférait se fier à sa mémoire. Mais par contre, elle s'est beaucoup replongée dans les nouvelles originelles de la romancière australienne Travers, qui a donné vie à Mary Poppins dans les années 30. Les répétitions étaient assez intensives. En même temps, on est avec Rob Marshall, quoi, à qui on doit, par exemple, Chicago. Donc, il est réputé pour soumettre ses acteurs à un entraînement assez rigoureux, type Broadway. Donc, les chorégraphies et les chansons, c'est réglé au millimètre près. Donc, elle a répété pendant 1 an les chansons écrites spécialement pour elle, en tenant compte de ses capacités vocales. Et d'ailleurs, Rob Marshall avait proposé à Julie Andrews de faire une apparition dans le film, mais elle a décliné l'offre afin de ne pas intimider celle qui lui succédait et de ne pas risquer de lui voler la vedette. Donc il y a eu plusieurs semaines de répétition d'octobre 2015 à janvier 2016 qui ont été nécessaires pour s'approprier ces mises en scène qui sont assez spectaculaires, qu'elles s'inscrivent bien dans leurs os et leurs veines, jusqu'à ce qu'ils aient plus à réfléchir et que ce soit que de l'automatisme. Le retour de Mary Poppins rappelle combien il est précieux de chérir son âme d'enfant. Le retour de Mary Poppins rappelle combien il est précieux de chérir son âme d'enfant, insiste Emily. Plus on vieillit, plus le cynisme peut être présent. Il est important de l'oublier, le temps d'un film comme Mary Poppins et de retrouver son émerveillement d'antan. Bon, suite à ça, elle prend une pause de 2 ans. Elle est fatiguée, elle a beaucoup donné, puis elle revient avec une comédie romantique Amour irlandaise avec Jamie Dornan, puis elle enchaîne avec un film Disney, Jungle Cruise, et en 2021, elle et son mari tournent la suite de Sans un bruit. Alors à la base, ils ne voulaient pas faire de suite, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne voulaient pas pour de mauvaises raisons. En fait, ils étaient un peu trop protecteurs du premier film. Et finalement, quand ils se sont jetés à l'eau et qu'ils ont fait donc la suite, Emily dit qu'elle a été soulagée d'avoir finalement changé d'avis. C'est drôle parce que nous n'avons jamais eu l'intention d'en faire un autre. J'ai l'impression que nous avons tous les deux vraiment campé sur nos positions quand les directeurs de studio nous disaient « il faut faire une suite ». John a toujours voulu que ce soit un film indépendant avec une fin légèrement ouverte et ne devait pas nécessairement conduire à autre chose. Je pense que nous étions vraiment stupide pour être honnête. Je pense qu'il y avait une véritable demande du public qui s'était investi dans l'histoire de la famille et ce qui leur arrive. John a reçu un tas d'idées de suite et puis tout d'un coup il a dit « Ok, j'ai une idée ». Il m'a expliqué le début, j'ai adoré. Je pense que John a vraiment fait l'impossible parce que c'est une tâche ardue d'essayer de surpasser le premier quand le premier a eu ce genre de succès fulgurant qu'il faut essayer de recréer. C'est un film vraiment cool. Donc voilà, bonne expérience, il a très bien marché en plus de ça. Du coup, elle enchaîne avec un film pas très gai. Une mère qui veut venger la mort de son fils, c'est pour une mini-série western. Ça s'appelle The English. Puis encore une très grosse production, Oppenheimer. Ah, alors là, Oppenheimer. Elle interprète Kitty, l'épouse d'Oppenheimer, qui a atomisé le box-office l'été dernier, enfin l'été 2023. Le film a récolté à l'international 565 millions de dollars. Oscarisée et oscarisée. Emily a été nommée d'ailleurs pour meilleure actrice dans un second rôle. Donc ouais, le film 13 fois nominé, il a remporté 7 Oscars. Du coup, suite à ça, Emily décide de faire à nouveau une pause dans sa carrière. Elle veut se consacrer à sa famille. Donc là, elle a 2 filles de 9 et 7 ans. Cette année, je ne vais pas travailler. J'ai travaillé pas mal l'année dernière et mon aîné a 9 ans. Nous sommes donc dans la dernière année à un chiffre. J'ai juste besoin d'être là pour elle pendant un moment. Je le ressens dans ma chair. J'ai l'impression qu'il y a des choses très importantes dans leur journée lorsqu'ils sont petits. Est-ce que tu vas me réveiller demain matin? Est-ce que tu m'emmènes à l'école? Est-ce que tu viens me chercher? Est-ce que tu vas me mettre au lit? J'ai besoin d'être là pour tous ces moments. Bon, ça c'était l'an dernier, donc entre-temps on l'a quand même retrouvé dans The Fall Guy, aux côtés de Ryan Gosling. On l'a aussi vu dans Pain Hustler, mais ça c'est parce qu'elle les avait tournés avant qu'elle prenne sa pause. Et en 2024, elle a prêté sa voix à l'un des personnages d'un film d'animation qui a été réalisé par son mari, donc c'est Blue and Company. Et là on va la retrouver l'an prochain, ce sera pour un film biographique, The Smashing Machine. Et pour mai 2026, on va avoir droit au prochain film de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh Connor. Ça s'appelle The Dish et apparemment ça traiterait d'OVNI. Donc voyons voir, mais en tout cas Emily Blunt sous la direction de Steven Spielberg,
bravo quoi, quand même. Et ce mois-ci, là, décembre 2024, on a Emily Blunt qui a parlé du fameux, de la suite du Diable s'habille en Prada, qui avait été annoncée l'été dernier. Ils avaient dit qu'ils commenceraient le tournage en novembre. C'est pas le cas. Donc voici ce qu'a déclaré Emily. Il y a des choses qui bougent, mais je ne sais pas si je peux confirmer quoi que ce soit complètement. Mais nous serions tous ravis de travailler à nouveau ensemble. En incarnant ce personnage qui était si fou, cela a permis aux gens de me voir davantage comme une actrice plutôt que comme quelqu'un qui devrait simplement jouer dans un drame d'époque. Beaucoup de Britanniques sont obligés de porter un corset ou une couronne à un moment donné. Donc voilà, elle serait ravie, mais je suis un peu déçue parce que, bon, des choses bougent. Oui, c'est quand même bon signe. Mais non, le tournage, apparemment, n'a pas encore débuté. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. Hein. Donc, encore un petit peu de patience. Et voilà, donc concernant la jolie Emily Blunt, j'aime beaucoup cette actrice. Elle a l'air, elle fait douce, elle fait très douce. Donc voilà, j'ai envie de parler d'elle depuis un petit moment. Donc j'espère que ce portrait vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite de très belles fêtes. Mouah. Bisous, ciao.